Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre émission Planète Idéale. Nous évoquons la gestion intégrée des ressources en eau. Et je reçois pour vous, Monsieur Gomez et Anna Gogoé. Vous êtes ingénieur de conception génie civil et spécialiste en ingénierie et gestion intégrée des ressources en eau. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Gogoé. Merci, Monsieur Gaëtan, c'est à moi le merci. Alors, quand on parle de gestion intégrée des ressources en eau, qu'est-ce qu'il faut entendre par ces terminologies? Merci, Monsieur Gaëtan. Il faut reconnaître tout simplement que la gestion intégrée des ressources en eau est une nouvelle notion dans la problématique de la gestion de l'eau dans ce contexte de changement climatique. En effet, la gestion intégrée des ressources en eau est une notion qui a vu le jour à partir des années 1992. Il faut reconnaître tout simplement que c'est au cours de la conférence sur l'environnement en 1972, cette conférence-là a mis en place, a demandé à ce que nous puissions tout simplement réfléchir sur les problématiques de l'environnement et essayer de trouver des solutions. En 1977, la conférence de Mar del Plata au niveau d'Argentine, cette conférence a interpellé le gouvernement et a demandé à ce que nous puissions réfléchir sur les enjeux liés à l'eau et sur la problématique de l'eau dans ce contexte de changement climatique et pour pouvoir trouver des solutions. Alors, quel est l'enjeu ? L'enjeu, tout simplement, c'est de trouver des solutions à la gestion de l'eau parce qu'on s'est rendu tout simplement compte que l'eau constitue une substance ou bien constitue une ressource qui est indispensable à la vie, qui est indispensable au développement et qui est indispensable aussi à la préservation de l'environnement. Alors oui, vous avez évoqué le contexte de changement climatique. Alors qu'est-ce que cette gestion intégrée des ressources peut apporter comme alternative ? Il faut reconnaître que l'eau, comme je l'ai dit, c'est le moteur central de la préservation de l'environnement, de la préservation de la biodiversité et du maintien de la vie. Il faut reconnaître que si l'eau est mal gérée, il faut tout simplement se rendre à l'évidence que nous avons beaucoup de problèmes, nous aurons beaucoup de soucis. Il faut tout simplement dire que la gestion intégrée des ressources en eau est une gestion qui vient pour mettre en lumière ou qui vient pour pouvoir freiner la gestion sectorielle qui était faite dans le passé. Et la gestion sectorielle, c'était une gestion qui était une gestion indépendante, c'est-à-dire une gestion qui était de façon autonome de chaque entité. Qu'est-ce que vous appelez gestion sectorielle? La gestion sectorielle, tout simplement, c'était une gestion qui ne prenait pas en compte les besoins d'autres usagers. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, plusieurs ministères ou bien plusieurs entités qui utilisent de l'eau pour leurs besoins. Comme nous prenons l'exemple du ministère de l'Agriculture qui utilise l'eau pour ses besoins, le ministère de la Santé, le ministère de l'eau, le ministère par exemple qui s'occupe de l'environnement, mais tous ces ministères ou bien toutes ces entités qui utilisent l'eau doivent essayer d'intégrer leurs besoins dans une seule logique et doivent prendre en compte les aspects des uns et des autres pour ne pas créer un conflit d'usage de cette ressource en eau qui déjà, comme je le disais, est une ressource qui est limitée, qui est vulnérable et puis qui est indispensable à la vie et au développement. Et d'ailleurs, c'est comme pour rappeler un aspect très important, au cours de la conférence de l'eau au niveau d'Irlande à Dublin, cette conférence a mis en place ce que nous appelons par les principes de base de la gestion intégrée des ressources en eau. Et ces principes interpellent la communauté internationale à prendre conscience et à mettre les garde-fous pour que cette gestion de l'eau puisse constituer aujourd'hui un impératif pour pouvoir essayer de mettre en place une politique commune sur le plan international afin de ne pas avoir des conflits parce que, M. Gaëtan, vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui l'eau constitue un enjeu de conflit international parce que il faut pas minimiser le problème parce que l'eau ne peut pas être gérée de façon isolée. Il faut intégrer certains paramètres et intégrer certains paramètres, c'est prendre en compte les besoins des uns et des autres. Est-ce que ça signifie que ces principes consacrent la transversalité de la question liée à la gestion de l'eau? Évidemment, M. Gaëtan, la transversalité, vous avez tout simplement touché un point très important. Vous avez le problème de l'accès à l'assainissement, le problème de l'accès à l'eau potable,
le problème de l'accès à la santé, le problème de l'accès à la sécurité alimentaire, à la sécurité sociale. Cette transversalité, tout simplement, c'est que quand vous gérez l'eau de façon intégrée, vous essayez tout simplement de prendre en compte vous touchez tous ces points qui sont liés à la santé, qui sont liés à l'agriculture, qui sont liés à l'accès à l'eau potable, qui sont liés à l'assainissement d'air. Monsieur Gaëtan, vous le savez très bien que les objectifs de développement durable, que ce soit les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies de 2030 ou de 2103 pour l'Union africaine, l'ODD6, qui met l'accent sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, qui constitue un droit fondamental pour tous d'avoir accès à l'eau potable de façon durable et à coût abordable. Il faut mettre l'accent sur ça, parce qu'il faut reconnaître tout simplement que pour le commun des mortels, de façon analytique, l'eau c'est une ressource qui est inépuisable. Ça c'est le plus grand problème. Et je le disais, dans le principe numéro 1 de la gestion intégrée des ressources en eau, l'eau douce est une ressource limitée. Oui, parlons de ces principes. Vous avez parlé du principe numéro 1. Alors, comment vous déclinez les autres? Et ces principes sont résumés en 4 principes principaux. À savoir le principe numéro 1, comme je le disais, l'eau qui est une ressource limitée, vulnérable, indispensable à la vie, au développement et à l'environnement. Vous avez le principe numéro 2 qui met l'accent sur la gestion et le développement de l'eau, doit prendre en compte tous les décideurs politiques, les usagers et les planificateurs. Et le principe numéro 3 qui met l'accent sur le rôle des femmes. Ce principe stipule que les femmes jouent un rôle indispensable dans l'approvisionnement en eau, dans la préservation des ressources en eau et aussi, surtout, dans la préservation des ressources en eau. Et le principe numéro 4 qui dit tout simplement que l'eau est une ressource économique. Et c'est-à-dire que l'eau doit être considérée comme une ressource économique et qu'on doit prendre en compte l'aspect économique de l'eau. Et prendre en compte l'aspect économique de l'eau, c'est là même qu'intervient ce que nous appelons généralement les principes pollueur-payeur, préleveur-payeur, ce qui voudrait tout simplement dire que vous n'êtes pas libre d'utiliser ou de prélever de l'eau, faire ce que vous voulez et vous allez essayer tout simplement d'éviter de payer. Parce que, comme je le dis, pour préserver les ressources en eau, il faut mettre l'accent sur la gestion. Et mettre l'accent sur la gestion, c'est de limiter cette exploitation de la ressource en eau de façon anarchique. Alors, si il faut revenir sur le principe numéro 3, pourquoi la question genre est-elle importante dans la gestion de l'eau? Oui, monsieur Gaëtan, et je ne suis pas spécialiste des questions de genre, mais je vais tout simplement vous dire que vous savez qu'on ne peut rien faire sans les femmes. Et je vais vous dire tout simplement que le rôle indispensable des femmes dans l'approvisionnement en eau, dans la préservation des ressources en eau et dans la préservation des ressources en eau, c'est d'ailleurs l'un des principes phares. Parce que, monsieur Gaëtan, vous le savez très bien que dans nos milieux, bon, je ne vais pas le contextualiser au continent africain, mais partout au monde, on sait que les femmes, généralement, et c'est elles qui sont les premières personnes qui sont en contact avec les ressources en eau de façon substantielle, de façon sociale, même en faisant, vous le savez, que ce soit la cuisine, que ce soit tout ce qui est lié à l'eau, c'est les femmes qui sont en contact de cette ressource. Et d'ailleurs, vous le savez aussi, monsieur Gaëtan, que quand la problématique de l'eau se pose, les premières personnes qui sont beaucoup plus touchées par cette problématique sont les femmes. Parce que l'accès à l'eau potable ou l'accès à l'eau de façon globale, quand cette eau, quand cet accès devient compliqué, vous savez que les jeunes filles dans les milieux ruraux sont obligées de parfois arriver à l'école de façon en retard parce qu'elles ont plus trop de temps pour aller chercher de l'eau sur des distances assez grandes. Donc ça voudrait tout simplement que l'implication des femmes ou la prise en compte du genre dans la définition de ces principes de base à la conférence de Dublin en 1992, moi je vois ça même comme si c'était je peux même dire que ils ont mis l'accent sur un aspect qui nous permet aujourd'hui de ne pas négliger ce rôle des femmes qui aujourd'hui dans ce contexte de changement climatique nous interpelle tous. Alors justement, vous avez parlé de ces principes, les 4 principes. Quels sont maintenant les mécanismes institutionnels qui sont élaborés pour la mise en œuvre d'une gestion intégrée des ressources dans chaque pays? Monsieur Gaëtan, il faut reconnaître que la gestion intégrée des ressources en eau, comme je le dis, c'est une notion internationale. Mais la mise en place de cette politique de gestion intégrée des ressources en eau revient à chaque pays. Et revenir à chaque pays, ça voudrait dire que chaque pays doit contextualiser la mise en place de la gestion intégrée des ressources en eau dans son contexte et en l'adaptant à l'orientation internationale. Et là, vous avez parlé des mécanismes. Ces mécanismes ne peuvent qu'être des instruments
qui sont des instruments que nous appelons généralement des instruments juridiques et institutionnels. Et à savoir, il faut reconnaître même que la gestion intégrée des ressources en eau, comme je le dis, est mise sous tutelle ou est mise sous tutelle du ministère de l'eau, qui à son niveau doit mettre en place ou doit mettre l'accent sur ces mécanismes que je vais présenter tout à l'heure afin que cette gestion intégrée des ressources en eau puisse s'appliquer. Vous avez le Conseil national de l'eau. Le Conseil national de l'eau, c'est un instrument que nous appelons généralement un instrument consultatif. Et cet instrument consultatif définit les objectifs généraux et donne des orientations de la politique nationale en matière de gestion de l'eau. Vous avez les comités locaux de l'eau. Vous avez le conseil technique, nous appelons ça le conseil technique de l'eau. Le conseil technique de l'eau, c'est un outil d'harmonisation. Et c'est un outil d'harmonisation, c'est un outil aussi qui permet de prendre en compte ou qui permet de pouvoir mutualiser les politiques d'orientation de chaque ministère au sein d'un pays et coordonner la gestion de l'eau afin que les ministères puissent essayer tout simplement de prendre en compte les réalités les réalités qui vont permettre de gérer l'eau de façon coordonnée, de façon organisée et de façon efficiente, et je vais même dire de façon durable. Alors, dans quelle mesure les réponses holistiques aux questions liées à l'eau peuvent-elles contribuer à résoudre ou à relever notamment d'autres défis? On parle surtout des défis sécuritaires sur le continent, par exemple. Merci beaucoup, M. Gaëtan. Et nous le disons, le risque ou bien l'une des conséquences des changements climatiques, comme nous le disons, c'est le réchauffement climatique. C'est comme le réchauffement de la planète, l'augmentation de la température. Et vous êtes d'accord avec moi que l'augmentation de la température va contribuer tout simplement à ce que nous appelons le stress hydrique. Et quand nous parlons du stress hydrique, c'est la diminution des pluviométries. Et la diminution des pluviométries va tout simplement entraîner ce que nous appelons le manque de pluie pour pouvoir essayer de pratiquer l'agriculture dans certaines régions. Et notamment le tarissement des retenues d'eau. Le tarissement des retenues d'eau. L'insécurité alimentaire va de soi avec l'insécurité sociale. Et ce qui voudrait tout simplement dire que la réponse holistique doit prendre en compte tous ces aspects pour essayer d'impacter les populations. Parce que ici, le problème que nous devons souligner, la gestion intégrée des ressources en eau doit s'inscrire dans une dynamique de pouvoir profiter aux populations vulnérables. Et quand nous parlons de populations vulnérables, nous parlons des populations qui sont dans des zones qui font face aux vraies conséquences, aux graves conséquences du changement climatique. Et vous le savez, les conflits liés à l'eau, peut-être entre les agriculteurs et les éleveurs, entre les pêcheurs et les industriels, je peux parler aussi comme je le disais tout à l'heure, des agriculteurs et aussi des environnementalistes. Tous ces conflits sont des conflits qui viennent s'ajouter aux conflits sociaux, qui viennent s'ajouter aux conflits sociaux, aux conflits d'insécurité. Et quand nous parlons de conflits d'insécurité, il ne faut pas seulement regarder l'aspect qui est lié à l'insécurité du djihadisme ou à l'insécurité je peux parler à l'insécurité qui est liée au manque de certains besoins des populations. Est-ce que clairement, vous êtes en train de nous dire que ne pas relever les défis liés à l'accès à l'eau peut entraîner des conflits armés? Évidemment, M. Gaëtan. Ne pas gérer l'eau de façon durable, de façon intégrée et de façon efficiente, c'est courir le risque d'amplifier l'insécurité dans certaines régions, que ce soit les régions du Sahel ou les régions de nos zones côtières. Parce que cette problématique doit être traitée avec beaucoup de réflexion et beaucoup de réalisme pour ne pas essayer d'oublier de prendre en compte certaines couches sociales. Parce que oublier certaines couches sociales, c'est créer des frustrations. Oublier certaines couches sociales, c'est donner l'occasion au terreau, c'est de pouvoir essayer de laisser le terrain à certaines entités qui viendront profiter de ce manque qui constitue, comme je le disais, à un besoin vital. Parce que ne pas avoir accès à l'eau potable, M. Gaëtan, vous le savez très bien que ceci va amplifier ce que nous appelons la psychose ou bien la colère de certaines couches sociales qui vont se voir abandonnées. Et qui vont dire tout simplement que mais là, ça voudrait dire que si nous n'avons pas accès à l'eau potable pour nos besoins,
ça voudrait tout simplement dire que nous avons un problème. Est-ce que justement, M. Gogoué, les principes directeurs de cette gestion intégrée de ressources en eau sont-ils une réponse internationale fiable et crédible pour une gestion durable de l'eau? Monsieur Gaëtan, je peux répondre par l'affirmatif. Et tout en émettant une objection, parce que ces principes, comme je l'ai dit, ont été définis depuis 1992. De 1992 à 2024, je peux dire que nous avons pratiquement 32 ans. Il faut faire évoluer ces principes et les adapter au contexte de changement climatique. C'est vrai, ces principes, quand ils ont été définis en 1992, ils ont anticipé sur certains problèmes. Mais aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons le contexte d'insécurité internationale, qui n'est pas pris en compte, je le disais, qui n'est pas pris en compte dans la définition de ces principes. Et nous avons aussi ce que nous appelons les enjeux de conflit géopolitique liés à la gestion de l'eau. Aujourd'hui, quand vous avez des conflits liés à la gestion de l'eau, parfois nous avons, il y a les organismes au niveau des Nations Unies, des entités qui réfléchissent à trouver des solutions. Mais dans la définition de ces principes, quand je viens de les énumérer, vous savez qu'en aucun cas, ces principes ne parlent de conflit. Et là, ça voudrait tout simplement dire qu'il faut réfléchir à essayer de faire évoluer la mise en place ou à faire évoluer ces conflits au niveau des institutions internationales afin de pouvoir les adapter à ce contexte d'insécurité internationale et à ce contexte de changement climatique. D'ailleurs, je vous l'ai dit, M. Gaëtan, et le 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a été publié en 2014, disait que les conséquences ou l'impact des changements climatiques s'amplifient et sont plus visibles. Ça voudrait tout simplement dire que aujourd'hui, que nous ne le voyons pas, nous sommes un pays côtier, le Togo. Les problèmes d'érosion côtière constituent aujourd'hui un problème qui doit être pris en compte dans toute sa substantialité. Et le gouvernement togolais, nous profitons de l'occasion pour le remercier. Il y a des actions qui sont actuellement menées de façon très forte. Et nous pensons que ces actions vont continuer pour essayer de préserver ce que nous avons comme côte qui constitue aujourd'hui un atout touristique et un atout géographique. Alors, M. Gogoué, depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 92 à aujourd'hui, on constate un atténuement des États dans la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Est-ce que vous êtes inquiet quant à l'efficacité de la gestion intégrée des ressources en eau? Monsieur Gaëtan, je peux vous dire que nous sommes inquiets, même si il faut souligner les efforts qui sont faits par les gouvernements et par les institutions internationales. Parce que quand vous observez, vous savez qu'aujourd'hui, l'eau dans sa globalité est une ressource, comme je l'ai dit. Les gens font une analyse un peu erronée parce qu'ils pensent que cette eau ou bien cette ressource-là n'est pas limitée ou bien elle n'est pas vulnérable. Or, la Convention cadre des Nations Unies sur l'environnement ou le programme des Nations Unies pour l'environnement tire la sonnette d'alarme. Mais le problème qui se pose, c'est la mise en application de ces recommandations qui sont faites dans les rapports. Oui, est-ce que vous comprenez la réticence des États à les mettre en œuvre? Nous pouvons comprendre, mais en tant que scientifique, M. Gaëtan, nous pouvons tout simplement dire que il faut mettre en place ce que nous appelons par les mécanismes de coercition. C'est-à-dire, il faut amener les pays à respecter les clauses qu'ils ont signées. Les engagements. Il faut obliger, parce que nous sommes, je le disais, vous savez, M. Gaëtan, le rapport de Brundtland, qui est le rapport qui a été rédigé en 1987 sur la problématique ou sur l'enjeu de l'environnement au XXIe siècle, a défini ou bien parlé de ce que nous appelons notre planète, notre avenir à tous. Et a mis en évidence la notion de développement durable. La notion de développement durable est une notion qui interpelle les États, les individus et les institutions. Et vous ne pouvez pas chercher aujourd'hui à vous développer sans prendre en compte les générations futures. Vous allez créer ce que nous appelons le risque ou le vide existentiel pour les générations futures. C'est-à-dire que les générations futures ne vont pas disposer de ces ressources-là pour pouvoir assumer leur développement. Et quand les générations futures ne vont pas avoir des ressources pour assumer leur développement, M. Gaëtan, vous êtes d'accord avec moi que le développement que nous allons avoir aujourd'hui ne va pas servir aux générations futures. Vous notez là l'urgence d'agir, M. Gogoué. Nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.